Bonjour, mon nom est Chantal Beaumont, guide conférencière en authenticité et en libération émotionnelle. Je suis ici aujourd'hui pour te livrer ma conférence de malade mentale à entrepreneur, rien de moins. C'est moi, la malade mentale, qui est devenue entrepreneur et je vais te livrer mon parcours. Avant que tu décides si tu écoutes ou pas la vidéo, je te conseille si tu décides de l'écouter, de t'engager à l'écouter complètement. Parce que ce que je vais te raconter, c'est l'histoire d'un monstre, de plusieurs monstres. Parce que qu'est-ce qui différencie un malade mental d'un être divin? C'est ce qu'il crée. On a tous un pouvoir de création à l'intérieur de nous. Et moi, une grande majorité de ma vie, j'ai créé des monstres, j'ai créé plusieurs monstres et le plus grand de tous était moi. Donc, je vais te raconter nos histoires et si tu vas avoir la chance de découvrir que même les monstres sont capables d'amour, sont capables d'être aimés, bien, je t'invite à l'écouter jusqu'à la fin. Ce ne sera pas facile parce que ces monstres-là ont fait des choses monstrueuses, bien sûr. Donc, oui, ça va brasser, mais ça me fait plaisir de te livrer ça. Si ça peut te donner l'accès à ton authenticité, à ta vérité, je me considère privilégiée de te faire ce cadeau-là et c'est ce que j'ai à te livrer aujourd'hui. Donc, de malade mental à entrepreneur, Chantal Beaumont, et le plaisir de t'enseigner comment est-ce que j'ai découvert qu'on peut donner la vie. Comment donner la vie, c'est quelque chose que je croyais savoir. J'avais eu 2 enfants et finalement, je me trompais vraiment. Il y a plein de façons de donner la vie autrement que par une grossesse puis un accouchement. Et mon parcours a fait que j'ai découvert que même les hommes peuvent donner la vie, même les femmes peuvent donner la vie à tout moment de leur existence. Et lorsque j'ai donné vie à mon père, à 70 ans cet été, lorsque j'ai donné des ailes à ma mère, encore une fois cet été, je me suis rendu compte que lorsqu'on prend nous-mêmes notre envol, ça donne des ailes pas seulement à nous, mais à bien des gens. Donc, je vais partir du début, je vais partir du petit être que j'étais, dans quel milieu ce petit être-là est né. Bébé Chantal est né dans un milieu où l'amour de soi n'existait pas. Elle s'est choisi le milieu le plus sombre possible pour pouvoir reconnaître sa lumière rapidement. Donc, Chantal est née d'un père alcoolique, un père qui... tu vas l'apprendre plus tard, a mis bien des années à se voir dans sa propre vie. Une mère dépressive, instable, suicidaire, donc qui ne s'aimait pas. Par contre, une mère qui avait un énorme cœur duquel je me suis privée. Parce que quand j'ai vu... j'avais une perspicacité qui me dépasse encore aujourd'hui, mais quand j'ai vu à quel point ces 2 êtres-là ne s'aimaient pas, je me suis dit, comment tu veux qu'ils arrivent à m'aimer moi? Comment tu veux qu'ils arrivent à avoir assez d'amour pour moi s'ils ne sont même pas capables de se l'accorder à eux? Donc, je suis entrée en mode... C'est correct, je vais m'organiser, là, tout va être correct, là. Et lorsqu'on regarde sa maman déchirée, brisée de l'intérieur, on se dit, moi, je vais te le montrer que je t'aime fort, moi, je vais te le montrer. Donc, même très en bas âge, j'ai pris la responsabilité de l'amour, de la survie de ma mère. Et j'ai pas décroché de là avant trop longtemps. Donc, cette petite enfant-là grandit avec une mère instable, une sœur de 2 ans et demi plus vieille qu'elle et on me convainc que c'est pas une bonne idée d'être « Hey, je suis amour! » On me convainc que c'est pas une bonne idée de rire aux éclats, on me convainc que c'est pas une bonne idée de pleurer pendant 3 heures de temps. On me convainc que c'est pas une bonne idée de rire jusqu'à pisser dans ses culottes ou de se mettre en colère. Puis je grandis avec tous ces refoulements-là.
Et à force de refouler, ben veut pas, il naît de la colère, il naît de la frustration, il naît de l'impuissance, il naît beaucoup de refoulement émotionnel qui fait de moi une bombe à retardement. Et bien sûr, en grandissant, ben à un moment donné, ben j'ai peur de tuer quelqu'un tellement que je suis en colère. Donc, je me mets à refouler en plus la colère. Bien sûr, je refoule aussi ma tristesse parce que quand tu as une mère qui a de la misère à gérer sa propre tristesse, tu y amènes pas ta tristesse à toi, bien sûr. Tu dis, non, non, je vais m'en occuper comme tout le reste. Donc, quand je devais avoir entre 3 et 5 ans, c'est une zone très floue de par la transition, mes parents se sont séparés. Mes parents se sont séparés et ma mère, on est parti avec un autre homme. Un homme qui était de 9 ans plus jeune qu'elle. Et aujourd'hui, je sais que, parce que c'est sûr que je te raconte mon parcours avec ma lucidité qui ne voit que de l'amour partout aujourd'hui. Par contre, à l'époque, je ne voyais que la honte, je ne voyais que l'abandon, je ne voyais que la tristesse. Et lorsque ton papa, tu penses qu'il préfère ta grande sœur, puis que là, tes parents te séparent, puis que là, tu regagnes un papa, tu dis, je vais avoir un papa, tu es toute contente. Et tu te sens égoïste, inconsciemment, bien sûr, d'abandonner. Nous autres, on part à 4, puis lui, il se retrouve tout seul. Donc, ça a été un premier élément déclencheur, et c'est beaucoup à partir de là que le monstre a vu son naissance. Que le monstre a commencé à avoir du poil qui pousse, puis des griffes. Donc, j'ai commencé à faire naître un monstre en moi de par mon égoïsme, de par l'abandon de mon père. Je savais, mais j'étais bien trop petite. Mais c'est pas grave, on est capable de prendre des responsabilités de grand parce qu'on voit qu'est-ce qui est grand. Puis c'est le cas de bien des gens. Du fait qu'on comprend les choses, ça passe. Il faut vivre les choses. Et j'ai pas vécu ça. J'ai fait la sourde oreille à... moi, j'ai envie d'être avec mon papa puis m'en occuper. J'ai fait la sourde oreille à je suis égoïste. J'ai fait la sourde oreille à je vais perdre mes amis. Qui va me demander mon opinion? Je vais perdre. En plus, on traverse. Je m'en allais comme à 1h30 de route de où est-ce que je partais. Donc, on ne m'a pas demandé mon avis. Pas grave. Pas grave. Tant que ma mère est heureuse. Donc, en même temps que je refoulais tous mes besoins, en même temps que je refoulais qui j'étais et que je nourrissais par petites bouchées le monstre que j'étais en train de devenir en pensant rien qu'à moi, je nourrissais le monstre de ma mère qui m'empêchait de m'occuper de moi. Donc, petite bouchée par petite bouchée, j'ai nourri mon monstre. J'ai nourri le monstre de ma maman. Et les années passent, cet enfant-là grandit et je me retrouve persécutée à l'école, bien sûr, je suis une hypersensible, je broye à rien. La proie rêvée. Donc, tout autour de moi, c'est tout des monstres. Et moi, j'ai peur de faire du mal, j'ai peur de tuer, j'ai peur de blesser. Donc, on refoule. On parle même pas, parce que c'est sûr que si on parle, on va crier et ça va faire mal. Donc, je continue de grandir. Quand je vis des déceptions, je me tais. Quand je suis en détresse, je me tais. Je protège ma mère. Je protège tout le monde autour de moi, sauf moi. Je deviens une espèce de championne du blindage émotionnel. Je suis tellement rendue apte à faire la sourde oreille à tous mes besoins, à mes manques d'amour, à ma détresse émotionnelle, que je deviens une championne. Une championne. Et j'arrive à 15 ans. Qu'est-ce qui se passe à 15 ans? Le bordel, le grand déploiement du monstre émerge. Comment? Eh bien, j'ai eu du recrutement pour nourrir mon monstre. Parce qu'à 15 ans, ma mère se resépare.
Donc, je perds mon deuxième père. C'est pas grave. Lors de la séparation, la décision est prise, Dieu seul sait comment, que ma sœur va aller habiter chez mon père et que moi, je vais rester collée avec ma mère. On sous-entend que j'ai besoin d'elle, mais elle m'étrangle. Elle m'étrangle par sa conviction qu'elle ne sera jamais aimée. Elle m'étrangle par le monstre dont je suis témoin de « je ne suis pas aimable ». Et je suis témoin de ce monstre-là. Et je me dis, mais oui, mais moi je t'aime. Moi je t'aime. Moi je t'aime. Mais c'est pas assez. Donc je me convainc que même pour aimer, je suis pas bonne. Donc je mets les bouchées doubles dans une petite théière à monstre et le monstre grossit. Donc je suis même pas foutue de convaincre ma mère qu'elle est aimable juste par mon amour qui est trop petit, trop faible. Donc, c'est pas assez. À 15 ans, en plus de la séparation, on m'enlève ma sœur, on m'enlève mon deuxième père et je me ramasse tout seul à m'acharner sur ma mère et tout seul avec la responsabilité que je me suis infligée de ma mère. Donc, je nourris ces monstres-là et convaincue par l'histoire de ma mère que il doit y avoir quelque chose à aller chercher dans mon inconscience. Bien sûr, j'ai 15 ans. Je suis très inconsciente, très, très, très inconsciente. Puis je sais maintenant qu'on imite nos parents. Qu'est-ce que j'ai appris de mes deux pères? Que la détresse, ça apporte la liberté. Parce que si tu es alcoolo, puis si tu te trompes, puis si tu n'es pas fidèle, puis si tu te donnes le droit d'abandonner les gens, tu vas être libre. Comment je ferais bien pour me libérer de ma mère? Je vais être méchante, moi aussi. Et on vient renchérir avec un homme qui choisit de me trouver désirable et qui m'agresse sexuellement. Alors que j'ai aucune idée que je peux être désirable, tout comme ma mère. Tout ça se passe dans l'inconscient, c'est sûr. Puis, je m'entends raconter ça aujourd'hui, puis je me dis, comment je pouvais ne pas être désirable? Comment je pouvais ne pas savoir que je pouvais être désirable? J'étais magnifique. Oui, j'avais pas de sein. Puis je me faisais écœurer puis persécuter par toute la polyvalente parce que j'avais pas de sein puis le monde riait de moi. Mais j'avais pas encore compris que je rayonnais de l'intérieur. J'avais pas encore compris que c'était suffisant à plaire, à attirer. J'avais pas encore compris que l'amour qui est à l'intérieur de nous peut rayonner au-delà de tout ce qu'on peut avoir l'air, de tout ce qu'on peut juger qui nous manque pour être aimé. Ma mère a jugé qu'elle ne pouvait pas être aimée parce qu'elle n'avait pas suffisamment de sein, puis qu'elle était trop grosse, puis qu'elle était trop ci, puis qu'elle était trop ça. Mais moi, je l'aimais pareil, mais j'ai pas vu ça. J'ai pas vu. Mon amour dans la balance, elle fait pas de poids. Donc, il n'y avait pas de place pour ça. Donc, comment j'aurais pu présumer qu'un homme pouvait me trouver attirante alors que j'avais rien de tout ce que je pensais qu'il fallait à une femme pour être désirable? Donc, je me fais agresser sexuellement. On nourrit un autre monstre. J'ai tout le kit, j'ai toute la bouffe parfaite pour nourrir le petit monstre. Donc, je nourris le monstre de cet homme-là. Je continue de nourrir le monstre de ma mère. Je continue d'aspirer à devenir un monstre. Parce que, de ce que je constate, les monstres ont le pouvoir. Les monstres ont été capables d'avoir le contrôle sur moi. Le monstre a été capable de me faire sentir petite comme ça. Donc, il est grand comme ça. Si je veux devenir grand comme ça, peut-être que si je deviens un amour grand comme ça, peut-être que ma maman va pouvoir recevoir l'amour que j'ai à lui livrer. Donc, je vais devenir grande comme ça et je vais devenir un monstre le plus grand possible. Et
je continue de taire ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que ça va prendre pour que je me libère de ce fardeau insupportable-là de prouver à ma mère que je l'aime? Donc, à 15 ans, ben, c'est sûr qu'après une agression sexuelle, après être convaincu qu'on ne peut pas aimer ni être aimé parce que les peines d'amour commencent à s'accumuler, ben, pourquoi pas l'alcoolisme? Pourquoi pas le sexe? Pourquoi pas la drogue? Donc, je me lance à fond la caisse. Apparemment que c'est des monstres. Je vais aller me bourrer la face, puis je vais être le plus monstrueux des monstres. Donc, j'embarque dans l'alcool, dans la drogue, dans le sexe, littéralement une dépravée sexuelle, plus de tabou. De toute façon, le monstre qui m'a volé ma pudeur est parti avec mon respect de moi. Donc, je continue de nourrir ce monstre-là et je lui confirme qu'il y a tout le pouvoir qu'il fallait sur moi. Donc, je continue de me flageller avec ma petitesse, puis à me trouver minable, puis à me trouver pas assez, de me trouver trop. Et je continue de me flageller, et je continue, et je continue. Donc, je passe mon secondaire, dans le fond, je passe tout mon secondaire dans cet état d'esprit-là pour finir mon secondaire et quelques mois après, tomber enceinte. Donc, 19 ans, tomber enceinte. L'illusion d'être prête. Parce que quand tu nourris ton monstre, tu nourris ton monstre, tu nourris ton monstre, tu te rends compte à un moment donné, il n'y a plus rien qui l'énerve. Il n'y a plus rien qui l'atteint. Tu as un blindage tellement solide que il n'y a plus rien qui va m'atteindre. Donc, quand tu arrives et que tu t'occupes, tu tombes enceinte, bien sûr, inconsciemment, je m'étais créé une grossesse d'une mère célibataire. Donc, je m'avais attiré le monstre idéal pour que je tombe enceinte. Donc, quand j'ai su que j'étais enceinte, ça faisait 3 semaines que j'étais plus avec le père parce qu'il était retourné avec son ex. Pareil qu'avec mes parents. L'infidélité règne et a le pouvoir surtout dans la vie. Donc, je confirme que je peux continuer d'exister par oui, OK. Inconsciemment, je le sais aujourd'hui, j'en ai pris conscience il n'y a pas tellement longtemps, merci à ma fille, avec qui je suis très proche aujourd'hui, malgré tous les dommages que je lui ai faits. Elle m'a aidé à prendre conscience qu'à l'époque, je me disais inconsciemment, quand je suis allée chercher à l'intérieur de moi, loin, tout ce que je n'avais pas entendu, qu'il y avait derrière ce geste-là d'accepter d'avoir un enfant toute seule, il y avait... Moi, j'ai perdu 2 pères. Si elle n'a pas, elle ne souffrira pas la perte d'un père. Donc, je choisis d'être le père. Moi, je ne la laisserai pas tomber et je me pète les bretelles de mon armure et de monstre qui est suffisamment égoïste pour se faire un enfant toute seule. Et je délègue la partie maternité à ma mère. Donc, tout ce qui est aspect affectif, émotionnel, il n'y a pas... Un père, pour moi, j'ai appris que c'est un pourvoyeur. Un père ramène l'argent, ramène la nourriture, s'occupe des sports, s'occupe de... Et l'affectif, c'est la mère. Pas de temps à perdre avec ça. Puis je ne ferai surtout pas une moumoune de cet enfant-là. Donc, moi, il montrer, moi, comment ça marche. Moi, il m'arranger pour qu'elle ne mange pas ses bas, puis qu'elle se fasse pas persécuter, puis siphonner toute sa joie de vivre par tout le monde autour d'elle. M'a l'endurcir. Donc, qu'est-ce que je fais? J'élève ma fille dans garde, arrête de broyer du niaisage. C'est une perte de temps. J'ai dit à ma fille, elle devait avoir 5-6 ans, pleurer, c'est comme mettre de l'argent dans les vidanges. J'avais un niveau d'inconscience très élevé, mais ce qui était le plus fort chez moi, c'était mon envie qu'elle vive que l'amour. Mais j'ai osé dire ces paroles-là. J'ai osé nourrir le monstre avec ces paroles-là. Et
à partir d'une maman qui voulait livrer tout l'amour du monde à son enfant, de même pas avoir d'interférence, de pas avoir de père pour y faire croire qu'elle sera pas aimée. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de place pour sa sensibilité. Je lui ai fait croire, tout comme j'ai cru, qu'il n'y avait pas de place pour la fragilité, pour la sensibilité, pour les moi. Je lui ai fait croire que la seule façon qu'on pouvait survivre dans ce monde-là, c'est en étant un monstre. Et j'ai continué de nourrir ce monstre-là en essayant de faire du recrutement. Donc, j'ai nourri la croyance que l'amour, il faut se battre pour le gagner. Puis, on ne se fera pas des accraires, on n'est pas sûr de réussir. Donc, c'est la vibration avec laquelle j'ai nourri mon enfant pendant une grosse partie de son enfance. Et quand je suis arrivée au début trentaine, j'ai atteint le sommet de la monstruosité. Pour moi, bien sûr. Au début trentaine, j'étais très malade. J'avais à mon actif 4 dépressions. J'avais été chercher de l'aide. Je m'étais enfin donné le droit. Et si j'avais besoin d'aide, je pourrais peut-être aller en chercher. Donc, mes 3 premières dépressions, je les ai vécues toutes seules, sans accès à des ressources. Je ne pouvais pas en parler à ma mère. L'agression sexuelle non plus, je ne pouvais pas en parler à ma mère. Je ne pouvais rien parler à ma mère. Pas parce qu'elle ne voulait pas. Elle aurait demandé juste ça. Si seulement j'y avais permis d'être une mère à un moment ou à un autre de sa vie, elle a demandé juste ça. C'est ce qui lui aurait fait croire qu'elle était aimable. Mais je n'ai pas été capable d'y donner. J'avais peur qu'elle s'effondre sous mon chagrin, sous ma tristesse, sous ma souffrance. Donc, j'ai caché mes dépressions, j'ai caché l'agression sexuelle. Et donc, après une dépression, j'ai dit là, c'est assez, je suis une mère. Il faut que je m'occupe de cet enfant-là. Donc, je suis allée chercher de l'aide et j'ai dit à mon doc, regarde, envoie-moi en psychiatrie, il faut que ça finisse. Et comme de fait, j'ai eu le diagnostic de bipolaire. Et là, j'avais non seulement la drogue, l'alcool, le sexe, mais les pilules. J'avais le quad. J'avais le kit parfait pour me donner la défaite, toutes les excuses du monde pour être le monstre le plus parfait du monde. Je pouvais être tout ce que je veux. Oh, être en boisson. Oh, c'est bien gelé, regarde. Donc, j'avais comme une espèce de passeport qui, pour bien des gens, est un laissez-passer à être soi, mais pour moi, ça a été un laissez-passer pour être la pire version de moi. J'entends aujourd'hui ça. Soyez la meilleure version de vous-même. J'ai été pendant trop longtemps la meilleure version de moi-même. Je me suis étouffée et j'ai nourri un monstre en refoulant tout ce que j'étais, en refoulant mes besoins, en refoulant ma détresse, en refoulant la phrase, la toute petite phrase tout petite. J'ai besoin d'aide, maman. Cette petite phrase-là, toute courte, toute facile à dire, je me suis refusée de la dire. Et chaque fois que j'avais besoin de la dire, chaque fois que j'aurais dû la dire et livrer enfin mon colis à maman, je t'accorde le plaisir d'être une maman. Je t'accorde le privilège de pouvoir te sentir aimée par ton enfant. J'ai refusé ce billet-là, et à moi, et à ma maman. Donc, quand j'ai atteint le sommet de la monstruosité, quand j'ai eu ma fille, malgré que mon deuxième père n'était plus tellement dans ma vie, je voulais qu'il reste dans ma vie. Je m'accrochais mordicus à cet être-là qui m'avait apporté affection, réconfort, complicité. Des choses qui, surprenamment, me semblaient inaccessibles, il me l'avait livré. Donc, je m'accrochais mordicus à un père alors que j'étais rendue à 30 ans puis que j'avais même plus besoin d'un père. Et donc, quand j'ai eu ma fille à 20 ans, je lui ai demandé d'être le parrain de ma fille.
Et il a accepté, très ému, que je veux le garder dans ma vie. Très touché de pouvoir rester dans ma vie, du moins je pense. Et à 30 ans, alors que je suis en détresse profonde, que je ne sais plus vers qui me tourner, mes cercles d'amis, c'est sex, drug and rock and roll. J'ai atteint le plus bas niveau de respect de moi-même et je me retrouve avec cet homme-là, mon deuxième père, et on se retrouve dans un lit. Est-ce que j'étais consciente, inconsciente? Est-ce que j'étais consentante, pas consentante? Qu'est-ce que je faisais là? Qu'est-ce que je faisais là? Je me suis demandé pendant des années. Mais le moment où est-ce que je l'ai vécu? Alors que j'étais plus ou moins présente, j'étais ses pilules, sa boisson, c'est pas une défaite. Maintenant, je me suis avouée que j'avais une curiosité, une très grande curiosité, et je suis allée assouvir cette curiosité-là. Je suis allée donner une autre petite bouchée à mon monstre. J'avais une mère qui, se sentant rejetée de tous, avait beaucoup besoin de proximité. Donc, pendant toute mon enfance, même pendant l'école primaire, elle se confiait à moi. Donc, elle a confié des choses qu'on ne confie pas normalement à un enfant. Et, veut pas, sa relation avec mon deuxième père a été une relation de passion, d'amour et de sexualité. Donc, il y a des graines de curiosité qui ont été semées en moi. Merci pour ces graines de curiosité-là. Parce que tu vas découvrir à la fin de cette histoire-là la grandeur du pouvoir de ces graines de curiosité-là. Donc, je me retrouve dans un lit et lorsque je ressors de là, à ma grande surprise, je m'en veux même pas. Je suis comme, à l'intérieur de moi, oh! Ça fait une espèce de oh, une espèce de vide. Pourquoi? Parce que j'avais, j'étais ces pilules puis sur l'alcool, ça devait aider, mais de deux, j'étais comme, j'avais assouvi ma curiosité. Et ça n'avait pas fait mal. Quand est-ce que ça l'a fait mal, tu penses? Parce que ça l'a fait mal. Ça a fait des ravages. Ça l'a fait des ravages pendant 17 ans. Donc, qu'est-ce qui a fait mal? Quand je suis repartie de là, je savais que je venais d'avoir un rapport sexuel avec ce qui représentait pour ma mère le seul homme qui l'aurait jamais aimé. Son conte de fées. L'homme le plus extraordinaire qui existe sur la Terre, même si ça fait 15 ans qu'ils sont plus ensemble, là, c'est encore dans sa tête l'homme le plus extraordinaire qu'elle a eu la chance d'avoir qu'il l'aime. Elle y a cru l'espace du temps qu'ils ont été ensemble. Pendant ce petit 10 ans-là, elle a cru qu'elle était aimable. Et moi, je repars et je bourre ça de caca avec ma curiosité. Ça l'a fait mal. Et c'est là pour moi qu'est né le plus monstrueux des monstres. Parce que j'avais souillé le paradis de l'être que j'aimais le plus au monde. J'avais souillé ce paradis-là. De quel droit j'avais souillé ce paradis-là au nom de la curiosité? De quel droit j'ai fait ça? Donc, qu'est-ce que je fais de cette histoire-là? Je m'intoxique. Je m'intoxique beaucoup, pendant quelques années. Je rencontre 2 ans plus tard, encore complètement intoxiquée de drogue, d'alcool, de pilules, je rencontre un homme
à ma grande surprise, qu'il y a le coup de foudre pour moi. Je sais pas comment ça se peut, je sais pas comment ça se fait, mais ça a l'air que ça se peut. Et je me laisse emporter. Je me laisse emporter dans ça et je tombe enceinte de cet homme-là. Je tombe enceinte de cet homme-là et je m'abandonne au plaisir de partager ça avec quelqu'un. Par contre, je suis encore grugée et par l'agression sexuelle. Je suis encore grugée et par, moi-tu, réussir à me débarrasser de ma mère. J'en peux plus, j'étouffe, je suis totalement étranglée. On choisit de garder cet enfant-là. Et je suis encore très, très intoxiquée par la nouvelle, le monstre naissant du rapport sexuel que j'ai eu. Et je m'intoxique tellement avec ma culpabilité, parce que je n'y ai pas dit encore. Je n'ai pas encore anéanti son paradis. Je ne l'ai pas encore brisé. Je fais tout ce que je peux pour le garder, là. Parce que ça va être la fin, si j'ai dit. Ça va être la fin du monde, ça va être la fin de sa vie. Il n'y aura plus rien qui va la tenir, parce que pour moi, c'est pas moi qui peux la tenir. C'est cette espèce de paradis-là qu'elle s'est créée qui peut la tenir. Si je l'anéantis, ça va être encore la fin. Donc, je m'intoxique et je me donne un kiss ovarien qui éclate. Je me donne un kiss à laine. Je suis enceinte, donc je peux pas me faire opérer parce qu'ils ne peuvent pas m'anesthésier et tout ça, mais il faut qu'on m'opère le kyste, donc je me fais opérer à froid. Donc, ma culpabilité endurcit le monstre. Donc, je suis capable de souffrir et je me paye une chirurgie à froid pour me faire la preuve que je suis solide, que je suis capable d'encaisser tout. Donc, je subis ça. Et je continue de m'intoxiquer, les années passent. Ma fille qui tente de survivre tant bien que mal, ma fille de laquelle j'ai fait la même grosse bêtise. Je l'ai sortie de son milieu parce que l'homme que j'ai rencontré était un beauceron. Donc, je suis sortie de Québec pour m'en aller en Beauce. Donc, je sors ma fille à 9 ans de son chez eux. Pas à 9 ans, mais à 12 ans, je sors ma fille de chez eux. Je l'importe en Beauce. J'y coupe les 2 jambes parce qu'elle était totalement autonome. Elle prenait l'autobus. Elle avait des amis. Elle avait sa mamie. Elle avait tout ce qu'il lui fallait. Donc, je lui coupe les 2 jambes. Pas d'autobus. Et je la ramène en Beauce. Pas d'amis. Je la plonge dans un programme scolaire à mi-chemin. Puis je me dis, elle va survivre. Et moi, je suis en détresse émotionnelle profonde. Et j'ai un bébé sur les bras, et il faut que je fasse accraire que je suis extraordinaire à l'homme qui a accepté d'y croire. Donc, je continue de m'intoxiquer avec ma culpabilité, et au bout de quelques années, ça a dû prendre un bon 5-6 ans, je me décide, j'en peux plus. Donc, à 42 ans, je décide de faire « Hey! » Si ça fait 42 ans que j'essaye de la convaincre que cette fille, qu'il y a quelqu'un qui est capable de l'aimer, puis qu'à 42 ans, elle l'a pas cru, ben, je cède le flambeau. Et je décide de lâcher prise. De lâcher prise sur prouver à ma mère qu'elle est extraordinaire et qu'elle est aimable. Je lâche. Et je me dis, c'est assez. C'est à mon tour. C'est à mon tour. Aujourd'hui, c'est à mon tour. Donc, je m'entraîne. Je m'entraîne à m'aimer. Je m'entraîne à m'accepter. Je me pratique à découvrir qui je suis derrière tout ce silence-là. Je m'entraîne à me comprendre, à me connaître, à m'assumer. Parce que quelques mois auparavant, j'ai ma fille qui est en détresse profonde, fait ce que j'ai pas eu les couilles de faire et elle me dit « Maman, arrête de me regarder, je me sens minable. » Et elle enchaîne avec « Je viens de prendre 2 bouteilles de pilules. » Donc,
La Chantal en blindage émotionnel, qui a donné sa vie à cet enfant-là, qui a choisi de l'avoir tout seul, qui a choisi d'y prouver qu'elle était aimable. Qu'est-ce que ça va prendre pour que les gens croient que je les aime? Qu'est-ce que ça va prendre? Donc, lorsque tu vois ta mère en détresse, que tu as passé 42 ans à essayer d'aimer, tu vois ton enfant, que pour toi, c'est le centre de l'univers, tu as investi ta vie, tu as investi tout ton travail, toute ton énergie, tout ton temps à essayer de lui prouver qu'elle méritait ce qu'il y avait de mieux. Qu'est-ce que ça va prendre pour que les gens croient en l'amour? Pour que les gens croient que je peux les aimer et que cet amour-là suffise à leur donner vie. Donc, quand j'ai commencé à me rendre compte que je ne pouvais pas être un preacher de l'amour de soi, je ne pouvais pas être un preacher de l'amour si moi, j'aime juste un petit bout, le petit bout qui a le grand sourire, puis qui est capable de se faire aimer par tout le monde, puis qui fait la sourde oreille à tous ses besoins, à toute sa souffrance, à tout ce qu'elle est, qui rejette la plus grande partie d'elle, sa sensibilité, sa fragilité, sa vulnérabilité. Je suis qui, moi, pour oser prétendre que je les aime alors que je suis même pas capable de m'aimer moi-même? Merci à ces êtres-là qui m'ont permis de faire le choix. C'est eux qui m'ont accoté au mur puis qui ont dit « c'est assez ». C'est assez. T'es rendu à t'aimer, toi. Et j'ai dit « OK, j'y vais ». Et je me suis entraînée. Je me suis entraînée à me connaître. Je me suis entraînée à arrêter de me juger trop, de me juger pas assez, de me juger, de nourrir le monstre qui m'habitait. Une des premières étapes a été de dire à ma mère ce qui est arrivé. J'ai dit là, c'est assez, je suis en train de m'intoxiquer. Je suis en train de me détruire avec ce fardeau-là, d'avoir le poids qui pesait depuis cet acte-là. C'est assez, j'en peux plus, ça fera ce que ça fera. J'ai besoin que ça sorte. Je suis en train d'étouffer. Donc, je lui dis. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que quand je lui ai dit dans quel état tu penses? J'étais le plus monstrueux des monstres. J'étais dans la culpabilité. J'étais le monstre de la culpabilité. J'étais le monstre de tout ce qu'on peut faire de plus monstrueux à quelqu'un. Donc, c'est sûr que quand je lui ai dit, ça le fessait comme un monstre. Parce que c'était un cri de détresse. Et lorsqu'on est en détresse et qu'on ne s'aime pas, qu'est-ce qu'on fait? On délègue. C'est ta faute. Donc, c'est sûr que lorsque je lui ai dit, avec tout ce que tu m'as dit, j'étais curieuse, j'ai garoché tout ça. Donc, j'ai renchéri et j'ai continué de nourrir le monstre. Donc, c'est sûr que ça fait pas mal plus de ravages que de bien. Parce que quoi? J'étais pas encore dans l'amour de moi. J'étais dans la détresse de moi, j'étais dans le rejet de moi et bien sûr, je méprisais le monstre qui avait osé faire ça. Donc, lorsque on se sent un monstre, on vibre en monstre et on crée l'histoire monstrueuse. Plusieurs années ont passé et est arrivé 2020. Une année grandiose. Mon père a perdu la vue en 2001.
Donc, ça faisait 19 ans qu'il avait perdu la vue. Quand mon père a perdu la vue, je me suis demandé qu'est-ce qu'il avait besoin de voir que ses yeux lui empêchaient de voir. Je n'ai pas trouvé avant 2020. Ça a pris 19 ans. Toujours est-il que pendant l'été 2020, mon père, qui est maintenant dépendant de sa conjointe s'est blessée. Et dans l'impossibilité de pouvoir s'occuper et de elle et de mon père, ils ont appelé ma mère à la rescousse. Ma mère de m'appeler « Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? » Et moi de dire, puisqu'elle a choisi de s'aimer elle aussi, donc on s'entraîne toutes les deux, j'ai dit « Tu as le choix. Si tu veux continuer de nourrir la victime, tu peux y aller et aller nourrir la victime et te faire persécuter gaiement, te juger et te rejeter, te comparer. Mais tu peux aussi voir ça comme une opportunité d'aller t'entraîner, à te faire respecter, à témoigner de ton amour de toi et à y aller enchérir ton choix de t'aimer. » J'ai pas de nouvelles. J'ai dit, moi, je ne prendrai pas la décision pour toi. Tu dois faire le choix. Donc, j'ai pas de nouvelles de ça. Tout ce que j'apprends, c'est qu'elle est rendue là-bas et elle va là-bas. Donc, il se passe plusieurs semaines. J'appelle mon père. « Puis, comment tu trouves ça, être avec tes deux femmes? » Et lui de répondre, « C'est spécial! » Mon père, je l'ai vu réagir, jusqu'à ce moment-là, je l'avais vu réagir 2 fois dans ma vie. Quand j'ai dit que j'étais enceinte à 19 ans, tout à fait légitime. Et quand, une fois, il avait enlevé un panneau, puis il y avait un nid de perce-oreille qui est arrivé dessus, c'est les 2 fois que j'avais vu mon père réagir. Donc, quand il me dit « c'est spécial », je me dis « mais que se passe-t-il? Il se passe quelque chose, mon père qui a une émotion, il faut que j'aille voir. » Je dis « c'est quoi, faut-tu que j'aille te kidnapper pour qu'on jase? » Fait que, il dit « oh oui! » Je suis comme « mon père est vivant, il se passe de quoi? Il faut que je sois témoin de ça. » Donc, qu'est-ce que je fais? J'accours et on se retrouve tout seuls, tous les deux. Et lorsque j'arrive et que je lui dis « alors, il se passe 2 choses. Premièrement, on se met à placoter de tout et de rien. Et il me raconte que mon père a toujours été très créatif. Mon père est très visuel, il a tout ce qui se fait de main d'homme, il le fait. Donc, il me raconte des inventions encore qu'il y a dans sa tête. Même s'il ne voit plus dans sa tête, il voit plein de choses, il continue de créer. Et il me raconte, en 2019, il m'avait parlé d'un projet où est-ce qu'il avait imaginé un concept pour aider les gens à développer le don que lui avait eu de visualisation. Donc, un cahier avec un dessin, puis tout ça. Puis là, il me déblatère tous ces projets inusités d'un vélo qui se transforme en chaloupe, puis d'un jeu de frisbee, de golf frisbee, puis tout ça. J'ai dit, ton livre, il arrive quoi avec ton livre? Il me dit, « Ah, pas réalisable. Ah, trop d'ouvrages. Ah, ça passera pas. » J'ai dit, « Pardon? » J'ai dit, « Tu as eu un don inné de visualisation, grandiose. » J'ai dit, « Tu trouves le moyen de l'enseigner. Tu as tout ce qu'il faut pour le matérialiser et apprendre aux gens à devenir aussi doués que toi. Et tu jettes ça dans les vidanges, puis tu me parles d'un vélo qui se transforme en chaloupe. C'est quoi ton problème? » Et là, ça l'a fait. Mon père n'avait jamais vu sa grandeur. Et c'est ça qui l'empêchait de voir à quel point il était exceptionnel. Ses yeux lui empêchaient de voir qu'il était exceptionnel. Et on lui a enlevé ses yeux. J'ai dit, « Papa, t'es un visionnaire aveugle. » Et lui de répondre, « J'ai pas le choix d'accepter ce titre-là, parce que c'est vrai que j'ai jamais considéré ça comme un don. » Et lorsque je lui demande, « Puis, comment c'était être avec tes 2 femmes? » Mon père qui ne s'est jamais vu, mon père qui n'a jamais rien dit sur quelqu'un, que ce soit positif ou négatif, mon père n'a jamais dit son opinion sur quoi que ce soit, ni trop grand, ni trop petit, ni rien. Mon père n'a jamais émis d'opinion, parce que pour lui, dans sa vie,
tant qu'on est aimable, tout va bien. Il y a eu des occasions. Il m'a même pas dit que j'étais folle quand j'étais enceinte à 19 ans. Il a dit « OK ». Oh. Il a même pas rien dit. Il m'a même pas dit que j'étais folle et que c'était irresponsable d'avoir un enfant à 19 ans. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que à ce moment-là, quand je lui ai dit « Qu'est-ce qui est arrivé avec tes 2 femmes? » Il me dit le nom de ma mère. Elle s'aime tellement. Là, je suis comme, sur quelle espèce de planète j'ai atterri? Mon père qui dit que ma mère s'aime tellement. Là, je suis comme, il n'y a pas une erreur dans l'énoncé, là. Je suis comme, ouais, c'est sûr que quand les gens se sentent très... Il y a des gens qui font tellement d'insécurité puis qui s'estiment tellement pas que ils vont se dénigrer, ou d'autres qu'il y en a qui vont se valoriser puis faire des accraires, puis d'autres vont écraser les autres pour qu'ils se sentent plus petits. Il me répond, elle n'a même pas eu besoin. Et je ressens à l'intérieur de lui sa détresse. Et là, il part. Je sens le Hulk monter en lui. Et ça part pendant une demi-heure. Il vide son sac. Toutes les monstruosités qu'il a pu sortir de cette bouche-là. Je suis comme... Là, il y a 3 personnes qui écoutent cet homme-là. Il y a la petite Chantal qui regarde son père détester sa mère. Il y a la Chantal consciente qui se dit « S'il peut se voir... » Parce qu'elle connaît l'effet miroir. Puis elle a entendu ses 2 demi-frères dire « On se sent tellement minable à côté de lui, il connaît tout, il sait tout. » Donc, il sait très bien que ce qu'il est en train de dire, il est en train de parler de lui. Il est en train de parler de lui à lui. Et tout ce qu'il voit, c'est de la détresse. Tout ce qu'il voit, c'est à quel point tout est une imposture. Que cette personne-là a besoin d'aide. Qu'il faut l'enfermer s'il faut. Donc, tout ce qu'il voit, c'est sa détresse et la Chantal consciente, l'âme qui entend ce petit être-là, fragilisé par son blindage sous l'alcool, et qu'elle le regarde prendre vie. Parce qu'il y a juste parce qu'il l'aime qu'il est capable de la haïr autant. Cet être-là, moi, qui est témoin de ça, qui voit son père de 70 ans prendre vie devant ses yeux, se tait et contemple le chef-d'œuvre. Et j'ai dit, tu dois être dû pour un refill. Donc, il a fallu que ça finisse. Mais j'ai vu mon père prendre vie en étant vrai, en se permettant de faire sa langue sale et en se permettant, inconsciemment, c'est sûr qu'il s'en est pas rendu compte, mais moi, je sais qu'il avait besoin de verbaliser sa détresse, d'être témoin de sa détresse. Et merci, maman. Merci pour ce précieux temps où est-ce que mon père a été en vie. Parce que tu lui as permis de te détester. Parce que pour être vrai, il faut accepter qu'il y a un monstre à l'intérieur de nous. C'est celui qui nous déteste. Celui qui nous juge de ne pas avoir été capable de faire la preuve que l'amour existe dans la matière. Et lorsque j'ai été témoin de ça, il faut croire qu'il m'a contaminée. J'ai accepté de verbaliser. J'ai tellement souhaité qu'elle réussisse ses tentatives de suicide. Parce que le jour où elle serait morte, j'aurais pu commencer à vivre. Et ça, c'était pris dans mon corps. J'ai tellement enfoui ça fort dans mon foie que je me suis déplacée la vertèbre dorsale
Je me suis déplacé une vertèbre pendant plus de 13 ans. Mon foie était tellement engorgé de colère, de frustration et de honte d'avoir pu penser ça, que je me suis déplacé une vertèbre. Je me suis intoxiquée à la honte d'avoir eu cette pensée-là. Mais qu'est-ce qui a fait du mal? Est-ce que ça faisait du mal? Non. Ce qui a fait du mal, c'est le jugement que je me suis porté d'avoir eu cette pensée-là. Et puisque j'avais vécu tellement une expérience grandiose, quand 30 ans après mon agression sexuelle, j'ai eu la chance d'aller prendre dans mes bras la personne qui m'a agressée. Ce moment-là était tellement gravé dans ma mémoire comme un des moments les plus mémorables de ma vie. J'ai pas pu m'empêcher. Donc, aujourd'hui, j'appelle ça, j'ai créé la situation parfaite pour me permettre de vivre une autre extase comme ça. Et je suis allée fouiller. J'ai dit, là, j'en peux plus de la colère qui est prise dans mon corps, on sort ça. Puis là, mes guides me disaient, appelle ta mère. Je peux pas croire qu'on me demande encore d'être là pour ma mère. On me disait, appelle ta mère. Appelle ta mère. Non, j'appellerai pas ma mère. Puis je pouvais pas penser que c'était relié. Bien sûr, pour moi, ma mère, c'est un fardeau. Fait que je peux pas penser qu'elle peut m'aider. Je lui ai jamais donné ce rôle-là. Donc, ça fait 16 ans que j'étais avec mon chum. Depuis 10 ans, j'ai dit un jour, je vais avoir mon lit en bas. Le ronflage est une des nombreuses raisons, mais un jour, je vais avoir mon lit en bas. La journée que je vais me chercher un lit, que j'installe mon lit, je finis d'installer mon lit, le téléphone sonne, c'est ma mère. J'ai un dégât d'eau chez nous. Je peux-tu aller coucher chez vous? Hulk! Hulk, je me suis sentie comme Hulk. Ça a fait, il n'est pas question qu'on dorme dans mon lit, c'est mon lit, ça fait 10 ans que dans mon lit, c'est pas question. Et là, je suis comme, je suis une espèce de Hulk gargantuesque. Et là, elle arrive, puis là, je suis comme, puis là, je suis en train de manger, elle dit, je peux-tu en prendre? Serre-toi-en, il y en a dans le... En tout cas, c'était épouvantable. Mon fils et mon chum m'ont regardé. Ils m'ont écouté gueuler, il n'est pas question qu'elle dorme dans mon lit. Ils m'ont regardé, ils ont dit, c'est quoi cette affaire-là? Ils n'osaient même pas parler tellement que j'étais pas du monde. Et je me retrouve dans mon atelier avec ma mère et j'explose. Hulk a surgi de plein feu, de plein fouet, grandiose, un chef-d'œuvre. Hulk, en personne, était dans mon atelier. Et là, ça a sorti. J'en peux plus, ton pas aimable. J'en peux plus que tu aies peur de ne pas être aimé. J'en peux plus que tu me croies pas que tu es aimable. J'en peux plus de ton caca. Puis oui, j'ai souhaité que tu meurs parce que ce jour-là, j'aurais pu commencer à vivre. Et elle de me regarder. Arrête de me regarder. Arrête de me regarder. Et à ce moment-là, je suis entrée en canalisation. Parce que c'était trop... J'ai eu de la... Je suis entrée en canalisation. Et là, j'ai reçu un enseignement précieux. Précieux. Alors que je disais la chose la plus monstrueuse à ma mère, non pas pour me venger, non pas dans la honte, mais dans l'espoir d'incarner l'amour dans la matière, dans une sincérité profonde, de pouvoir être moi, de pouvoir être libre. Parce que le jour où j'ose dire les choses aux gens, non pas pour les changer, non pas pour leur faire peur, non pas pour les faire sentir mal, mais simplement parce que je me donne le droit d'être moi, je ne pouvais pas enseigner l'authenticité sans être Hulk. Et découvrir le pouvoir qu'il y a derrière ça. Cette rencontre-là, où est-ce que j'ai été Hulk? Où est-ce que j'ai hurlé tellement fort qu'à l'étage au-dessus, ils m'ont entendu? Quand je suis rentrée en canalisation, on m'a dit « Chantal,
Tu voulais être la plus brillante des lumières, qui atterrit dans un monde où ce qui fait noir. Tu ne pouvais pas naître dans un monde où ce qui fait gris. Tu n'aurais pas vu à quel point tu brillais si tu n'avais pas été témoin d'à quel point il faisait noir. Tu t'es choisi des parents qui étaient dans le plus noir des milieux noirs pour pouvoir voir à quel point tu étais lumineuse. C'est pas parce que ça rentre par catalysation que Hulk est plus content. Je suis pas d'accord. Puis là, jure. Je suis pas d'accord que ma mère vive en enfer parce que j'ai à enseigner l'amour. Et là, il me dit, Chantal, ta mère n'est pas en enfer. C'est toi qui as créé son enfer en pensant qu'il n'y avait que ta façon de vivre l'amour. Ta mère, tout ce qu'elle voulait, c'était pouvoir aimer. Wow! Et tellement que ça fait si fort dans mon corps, il y a des médecins m'auraient vu, ils auraient probablement dit que je faisais une crise d'épilepsie parce que d'intégrer ces notions-là, ça a été rentré très fort dans mon corps. Ma mère est là, es-tu correct? Je peux-tu faire quelque chose? Je crie, je hurle, je shake, je fais tout le temps. Et il me dit, t'avais juste à lui donner le droit d'être comme elle est. Tu avais juste à te donner le droit d'être comme tu es. Il y a de la place pour vous deux. Même dans le comté sombre, il y a de la lumière. Même lorsqu'on pense qu'on ne peut pas être aimé, il n'y a rien qui nous empêche d'aimer inconditionnellement. Et c'est ce que ma mère m'a enseigné. Et lorsque je lui ai donné le droit d'être elle, que je lui ai dit, c'est moi qui ai créé ton enfer alors qu'il n'en existait pas. J'ai failli aller redonner un petit snack à mon monstre. Mais j'ai dit non, je choisis l'amour. Je choisis d'être une ambassadrice d'amour. Et ma mère m'a dit, faites-le, je peux arrêter d'essayer. Ça a été un moment grandiose. Parce que j'ai senti la liberté s'installer en moi, j'ai senti la liberté s'installer en elle. Parce qu'on n'avait plus besoin d'essayer de faire à croire que l'amour existait parce qu'il était là. Il a toujours été là. On a juste oublié de s'y accrocher et d'y croire. Le plus comique de ça, c'est que il y a 2 jours, je parlais à ma mère que j'allais faire cette conférence-là. Et je lui ai dit, tu sais, la fois que je suis devenue Hulk puis j'ai été le plus monstrueux des monstres, elle dit, quand ça? Quoi? Quand ça? Ben, quand j'ai crié après toi, comme ça avait même pas... T'as crié après moi? Quand ça? Et là, j'ai compris que l'amour sincère ne fait pas mal. Je voulais pas lui faire de mal. Je voulais pas lui dire qu'elle avait été le monstre de ma vie. Je voulais juste me permettre d'être ce que j'étais. Et je me suis permis d'être ce que j'étais. Et peu importe le volume duquel cet amour sincère-là a pris vie, peu importe les mots que cet amour-là a choisi d'utiliser, il y a juste l'amour qui a été livré. Il y a juste l'amour qui a été entendu. Et c'est ce que j'appelle donner la vie. Ce qui fait de moi une entrepreneure aujourd'hui, c'est que j'ai accepté d'être le Hulk de celui qui a besoin d'un Hulk pour lui donner la permission d'être un Hulk. Et de te livrer ce droit-là sous la forme qui se doit. J'ai composé un petit texte que je vais te lire, que je vais te proposer de lire à l'écran. Je vais te le lire pour lui permettre de vibrer jusqu'à toi.
Je vais t'accompagner dans ta lecture. Le vrai sens de donner la vie. Même après avoir eu 2 enfants, je ne connaissais pas encore l'essence de donner la vie, la réelle signification de ce mot, ni non plus tout le potentiel, accessible à tous, hommes et femmes, de donner la vie à soi et aux autres. Donner la vie, c'est créer un espace amour, c'est accorder une place aussi grande que légitime à une fréquence, à une vibration. C'est harmoniser une distorsion pour mettre au diapason l'émission et la réception de fréquences combinées, afin que le percepteur du signal émis y puise réconfort et sérénité. C'est créer un espace amour, là où il semble ne pas y avoir de place pour lui. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il y aura toujours une place pour cet amour, à celui ou celle qui veut bien lui accorder cette place. Et c'est là le réel défi. Un défi quotidien et perpétuel, mais qui peut trouver satisfaction à chaque instant. J'en suis devenue une droguée, insatiable, inlassable, et je me réjouis de pouvoir propulser cette puissante fréquence par ma conscience dans ce monde qui est là de chercher en vain l'amour. Pour découvrir le vrai sens de quelque chose, bien souvent nous devons en être privés et parfois même en souffrir, pour enfin amener à notre conscience l'inconfort du manque qui rend quelque chose perceptible. Pour moi, ce fut la vie dont j'ai choisi, inconsciemment bien sûr, de me priver. J'ai cru que la vie se limitait à douleurs physiques et souffrances émotionnelles et cette croyance m'a poussée à déserter mon corps pendant plus de 40 ans. Il va sans dire que je te parle aujourd'hui avec une conscience qui perçoit avec des sens entraînés à percevoir l'amour en tout. Mais cela n'a pas toujours été ma situation. C'est pourquoi je vais te permettre de percevoir ton histoire aujourd'hui, à ta façon, et d'aller y insérer l'amour caché. D'aller faire un espace amour dans ton histoire. Mon nom est Chantal Beaumont. Oui, j'ai été un monstre, mais je t'ai livré cette conférence-là pour que tu comprennes que même le plus monstrueux des monstres a droit de donner et de recevoir l'amour par l'authenticité et la sincérité. Je t'embrasse, je t'envoie le plus sincère des colleux et je te souhaite de faire le choix d'être vrai, d'être toi, de la permission de Hulk en personne.